Ça a l'air bon ce que tu manges là. Eh bien, c'est une tartine de podcast et de game design. Tartine mécanique. Bienvenue chez Tartine Mécanique, le podcast du game design qu'on étale sans modération, avec moi des merveilleux serveurs qui vont étaler sur votre tartine mécanique sans discontinuer. À ma gauche directe, j'accueille Antoine. Ah bonjour. Et à ma gauche, Vuvutraire. Je suis prêt. Et à ma gauche, Sandre. Ah bonjour. Et on assiste au merveilleux, incroyable retour de la grande, de la merveilleuse, qui nous revient de Genève d'ailleurs, Marion. Oui. Tu nous as quittés tellement longtemps, Marion. Mais oui. C'était horrible. Incroyable de Où te revoir. étais-tu? Où étais-tu? Mais je suis là, de retour. Alors tu sauras que pour fêter ton retour, alors on n'est pas en train de le boire maintenant, mais j'ai pris une bouteille de rosé du Non. canton de Genève. Ah. Et ouais, du rosé de Genève. C'est là où Marion nous dit qu'elle n'aime pas le rosé. Ouais, non, mais ça- Tu sais. C'est égal, c'est symbolique. C'est symbolique. J'étais là, voilà. Elle nous vient du canton de Genève. Bon, t'es pas originaire du canton de Genève, mais votre studio est là-bas. L'intention est super Oh, touchante. ça me touche. J'aurais dû prendre un rosé doux si je voulais vraiment de ta région d'origine. Région parisienne. Oula, C'est ça va le être meilleur. compliqué. Je tu sais pas sais. s'ils font du bon rosé. C'est le meilleur. C'est pas très sexy. C'est pas loin de Neuchâtel. Ah, mais Les vignes de Montparnasse. de la Seine-Oise, alors du coup, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Eh bien, on t'a entendu parler, Vutraire. On Oh, va merde. beaucoup t'entendre parler aujourd'hui. Peut-être. Hein, on sait qu'il y a énormément de fans qui se sont plaints non-stop, sans discontinuer. De l'entendre parler. Ils ont raison. Non, de ne pas l'entendre assez parler, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais où est enfin la carte blanche à Vutraire? Il avait besoin de temps. Il avait Surtout- besoin de temps. Et surtout depuis le temps que tu nous promets un retour sur Mega Man 2. Bah ouais. Parce que du coup, pour rappeler un peu ce qui s'est passé dans les anciens tartines, j'avais lancé un appel si quelqu'un avait encore à sa possession une cassette de Mega Man 2, le jeu sur Game Boy qui était une grande Madeleine de Proust pour moi. Ben j'avais dit que ce serait vraiment un idole et j'adorerais pouvoir de nouveau y accéder parce que je partais du principe que j'y jouais vraiment très bien. Voilà, t'avais Et, bien baronné. ouais. Ouais, c'est ça qu'il faut. Moi, Ah, Mega j'étais, Man 2, ouais. Ouais, j'y joue, les yeux fermés, tu vois, et tout. Voilà. Alors, ouais, alors c'est vrai que j'étais, voilà. Et puis c'est génial parce que du coup, il y a un auditeur qui a répondu à l'appel, Robin d'ailleurs, du coup que je remercie infiniment parce que c'est comme s'il m'avait un peu offert une clé sur tout un univers que je sous-estimais largement et avec lequel j'ai beaucoup appris. Ça, c'est une manière de commencer ma carte blanche qui donne peut-être un peu envie, je l'espère. Oh. Précisons Non, peut-être tout de suite le dispositif, le setup, parce qu'on fait quelque chose un peu de nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on mettra à disposition sur la chaîne Tartine Mécanique YouTube. Oui, j'aime bien comme tu me regardes. Je te regarde Oui, parce oui. que tout à Nous coup, je suis en mettrons- train de réaliser que Est-ce qu'on probablement a une la chaîne chaîne est encore sous le nom Un Coin de Pixel. C'est fort possible, effectivement. Donc elle a on été- changera le nom de la On chaîne. changera le nom de la chaîne et on mettra cette vidéo dessus. Voilà, donc le lien sera de toute façon sur Tartine Mécanique. Voilà, Oui, puis ça sera oui. aussi dans l'article sur le site Tartine Mécanique, il y aura la vidéo avec le... Ouais, et l'idée c'est ça, c'est alors bien sûr, aucun problème, hein, on va aussi faire un épisode, vous pouvez écouter sans problème, uniquement en audio. Mais l'idée c'est en mode petit bonus, puisque tu as fait une capture vidéo de ton speedrun. Ouais, enfin, toi aussi pour légitimer la performance en fait. C'est comme ça que tu l'as saisi, mais on y reviendra plus Ok. tard. Enfin, c'est... Et qu'on a fait un peu les foufous, on a le beamer de Sandro qui est allumé, donc on va voir en plus en live pendant que tu nous fais tes commentaires, ton speedrun en live, et donc vous avez la possibilité aussi, pour le coup, d'aller écouter l'épisode, voir l'épisode, et on va vous mettre le speedrun de Vutraire un peu en même temps, quoi. Bah, ce qui peut être drôle, c'est de donner un top, comme ça, les auditeurs et nous-mêmes, on lance la vidéo en même temps. Un top tartine. Alors c'est toi qui le donneras le top. Ouais, parce que moi je le lancerai pas tout de suite en fait, parce Ah, qu'il y a juste quand même, parce qu'en fait c'est surtout les deux premiers niveaux du jeu, c'est là où il y a pas mal de notions que j'aimerais expliquer un petit peu avant pour les capter, parce que sinon ça passe à la vitesse de la lumière et on capte rien. Parce que du coup, ouais, pour revenir au truc de base, c'est que j'avais fanfaronné sur le fait que j'étais capable de finir le jeu méga facilement, enfin que je le gérais à fond, et donc Mega Man 2 sur Game Boy. Et du coup, Robin m'a annoncé comme défi de le finir en moins de 30 minutes.
Ah. Du coup, moi, j'ai reçu la cassette pendant l'épisode. Est-ce que le défi Tartine. a été lancé avec un gant ou est-ce que tu as reçu une lettre de velours à la maison ou Comment est-ce que les défis se lancent en jeu vidéo Moi, j'ai un peu cette question. Je crois qu'il était Est-ce qu'il est pas par un peu- procuration en plus. C'est toi qui. Il était par lettre. C'était Ah, une c'était- missive. Oui, c'était missive, c'était n'est-ce pas tellement plus officiel. Missive. Trop classe. Est-ce que si le défi n'est pas rempli, tu Et puis j'attends d'avoir Est-ce un qu'il y a une saut condition dessus pour d'échec valider, tu vois. J'entends qu'il y a un saut de sa part pour dire ok, tu Ah, l'as voilà. fait, tu vois, en plus on la vidéo. Et du coup, bah moi, dès que j'ai reçu la cassette, je suis rentré chez moi, j'ai plusieurs Game Boy, je l'ai remis, et j'ai commencé à jouer directement avec cette emphase que j'avais, qui était vraiment sincère quand je disais que j'allais le torcher facilement. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. J'étais genre dépité, ça m'a pris 1h30, je suis mort plusieurs fois, c'était lamentable. Et ce que je pensais être des réflexes d'antan qui sont presque comme ceux du vélo, parce qu'il y avait quand même une dextérité qui était proche de tout ce qui est mémoire cognitive, mais surtout moteur, et du coup qui peut durer hyper longtemps, bah en fait c'était complètement envolé. Et j'étais méga dépité, parce que du coup on passait de mon temps qui était de 1h30 à je devais faire genre 30 minutes quoi. Et je me suis dit, ok, mais il va y avoir un peu plus de défis que prévu. Moi, je me suis dit que c'était torché déjà d'avance. Tu vois. Mais en fait, c'est ça qui a fait de l'expérience un truc assez intéressant. Mais du coup, j'ai quand même envie de vous expliquer vite fait le jeu assez rapidement parce qu'il y a 2-3 petites subtilités qu'on peut pas saisir juste en regardant la vidéo, puis qui permettent aussi de comprendre ce qui se passe à l'écran. Du coup, je le fais vite. Première chose à savoir, ce qui est fun sur la version en tout cas Game Boy, celle que vous verrez que vous pouvez voir dans la vidéo, il y a aucune narration. Donc ça c'est aussi un truc qui est marrant quand tu joues quand t'es jeune. Il y a tu mets Game Start, le jeu il commence. T'as aucune idée pourquoi tu dois tuer les méchants. Pourquoi on sait pas. C'est écrit nulle part que c'est Dr Willy aussi. C'est fun. Donc du coup on a un objet d'un point de vue narratif moi qui m'avait fait beaucoup triper, mais ça je garde pour la fin, c'est des bonus, si jamais il y a pas assez à dire. Mais en gros vu que c'est un jeu Game Boy, c'était le jeu Game Boy, il y avait du coup 2 actions principales. Il y avait le saut. Ce qu'il faut savoir, c'est que le saut il a plusieurs variations possibles, ça dépend vraiment combien de temps on laisse appuyer sur la touche, ce qui fait qu'il y a vraiment plusieurs variations de saut, ce qui permet d'avoir une précision dans les sauts qui est assez chouette, même en version casu. Donc apparente. Quand je vais dire en version casu, c'est en opposition à la version quand on joue en mode speedrun. C'est pas dit de manière péjorative comme ça peut être dit dans d'autres milieux. C'est vraiment l'idée d'opposer la pratique du jeu selon 2 perspectives différentes. Du coup, en mode casu, on va utiliser toutes les hauteurs de saut et on a aussi le bouton de tir. Parce qu'il y a effectivement les niveaux sont gorgés d'ennemis dont on doit se défaire pour passer, et on peut utiliser des tirs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs tirs différents. Chaque fois qu'on va terminer un niveau, on va tuer un boss et on va récupérer son pouvoir. Et son pouvoir, il a toujours des particularités différentes qui vont faire que les armes sont adaptées à certaines situations. Voilà, ça c'est la base. Et un dernier truc aussi, c'est qu'en fait, ce qui est indiqué nulle part dans aucun tutoriel d'ailleurs dans le jeu, il y a une glissade. Si on fait en bas et A, Rockman, je vais dire Megaman ou Rockman? Tu dis ce que tu veux. Je peux dire ce que je veux? C'est ma carte blanche? Je pense que je vais changer tout le temps. Bref. Il fait une glissade. Cette glissade a la particularité de permettre de passer sous des petits passages contre lesquels on ne pourrait pas passer. Tu peux dire votre avatar. Votre avatar. je vais dire votre avatar. L'avatar du joueur. Dire, vous verrez, c'est drôle J'ai une quand. petite question Ouais, par à rapport fond. au saut, Ouais. au niveau air control, parce que je sais que Megaman de ce côté-là, il a beaucoup varié. Les premiers étaient assez rigides du point de vue de comment tu pouvais ajuster tes sauts une fois en Juste. l'air. Ouais. Est-ce que celui-là, tu le considères, enfin, est-ce qu'il est aussi rigide que les premiers épisodes sur NES, ou est-ce qu'il est un peu plus, parce que les premiers, de ce point de vue-là, je les trouvais assez, alors qu'après, quand on a Megaman X, vraiment là, oulala, on peut Ouais, là, ajuster tu te comme on promènes veut. comme tu veux. C'est vraiment très, très, je me demandais celui-là où il se situait, comme j'y ai jamais joué. Du coup, maintenant, tu mets un doute, et c'est ouf, du coup, parce que j'ai joué au jeu genre des heures et des heures, et tu sais que j'arrive pas à t'expliquer certainement. Mais il me semble que quand tu sautes, tu peux toujours te déplacer à gauche et à droite, mais exactement comme si tu étais au sol. Mais les sauts, enfin, vu que tu tombes très rapidement, ça te laisse assez peu de marge de manœuvre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu peux gérer ta vitesse horizontale de la même manière que si t'es en l'air ou sur le sol. Simplement que le temps de chute est tellement rapide que souvent t'as pas le temps de beaucoup ajuster. Exactement. Okay. Si je dis pas de bêtises. Du coup, oui et non. Ok. Non, mais c'est ok. Y a ça. Alors ça, c'était pour les règles de base. Et là, ce que je vais vous dire, c'est ce dont je vais vous parler. C'est moi là où ça a fait tilt que j'étais en train de faire du speedrun. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire le speedrun, moi j'avais
ce que j'ai en tête, enfin, je viens de vous le partager maintenant. C'est vraiment ces trucs de base. Puis on arrive déjà à s'amuser. Il y a déjà du défi parce que. Puis déjà, c'est rien pas qu'avec ça, forcément t'arrives à facile. terminer le jeu en 1h30. Voilà, exactement. Mais après, on commence effectivement à s'intéresser quand même un peu plus en profondeur à, ok, où est-ce que j'ai merdé, comment c'est, enfin, parce que j'ai été regarder les records du monde, qui sont genre à peu près à 20 minutes, et tu vois la différence, et là, tu te dis, ok, il y a quelque chose qui joue pas. Et il y a un truc de base, c'est que le personnage se déplace plus vite lorsqu'il est en glissade. Alors, pas forcément énormément, mais juste assez pour qu'au final, si tu le fais tout le temps, tu gagnes beaucoup de temps. Puis aussi parce que, attends, ça faut quand même que je précise pour être clair. Dans mon 1h30, je suis mort plusieurs fois. Hein. C'est aussi parce que c'était parce que c'était un premier run minable enfin pas minable, un run de casu. Non, mais les gens sont déjà en train de se moquer de toi. Probablement. Probablement, il y a des gens qui sont en train d'écouter le podcast dans la rue en Et marchant et rire fort, quoi. dans le bus. Quelle honte! Ils écrivent vous sur du papier de toilette. Et puis C'est ça. Ils ont une petite cible sur laquelle ils lancent des petites fléchettes. Mais normal, je pensais la même chose. Les gens t'apprécient avant et maintenant qu'ils savent ça. 1h30, non, Mega Man non, 2 c'est- sur Game Boy. Mais c'est là où l'histoire devient croustille. C'est que, du coup, il y a cette idée que la glissade devient un élément qui est hyper important, qu'il faut utiliser tout le temps. Et l'autre chose que j'ai aussi appris, c'est ce qu'on appelle les damage boost. C'est-à-dire, c'est le moment où on décide de prendre des dégâts sur un ennemi pour pouvoir aller plus vite. Et ça dans plusieurs conditions possibles. Dans Mega Man, ce qu'il faut savoir, c'est quand on se fait toucher, on a un petit temps d'étourdissement, en tout cas dans Mega Man 2, on a un petit temps d'étourdissement où le personnage il va légèrement reculer. Ça te bloque dans ta course et tu vas légèrement reculer, mais tu as un temps d'immunité qui est plus long que ce moment où tu recules. Ce qui fait que tu peux traverser certains ennemis. Tu les touches, et des fois ça vaut beaucoup plus la peine de les toucher, de perdre un peu de temps, et puis de passer au travers que plutôt de prendre le temps de les tuer. Et avec la glissade, c'est légèrement technique, mais ça vaut la peine pour comprendre ce qui risque de se passer après, c'est que le temps de la glissade et le temps du stun, le moment où on recule, il est le même. Mais quand on est en glissade, on est immunisé au stun. C'est-à-dire que si on arrive à timer le tout début de la glissade sur le tout premier moment où on se fait toucher, on n'a aucun moment où on recule. Ce qui Donc fait on devient qu'on juste passe- invincible, en On fait. devient invincible. On prend En effectivement, glissant. voilà. En Ouais. glissant. Mais par contre, si tu vois, si tu as fait ta glissade un peu avant de toucher l'ennemi, quand tu vas sortir de ta glissade, le timer du stun, il ne sera pas terminé et du coup, tu vas te le prendre à ce moment-là. Ah, ok. Du coup, tu dois vraiment essayer un maximum de commencer ta glissade juste avant de toucher l'ennemi. Ça se joue à la frame. Alors évidemment, moi j'y arrive pas tout le temps, mais vous verrez pendant l'épisode. Mais en gros, surtout ce qui est intéressant à savoir, c'est que déjà avec juste ces deux petites règles débiles que je viens de vous donner, ça change mais totalement la vision du jeu. Enfin moi, tout d'un coup, il y avait la manière de lire les niveaux, elle avait complètement changé, ça n'avait plus rien à voir. Et c'est au truc qui est un peu sous-jacent. On veut tout le temps être sur le sol. Du coup, en plus de ce que je vous dis, de vouloir minimiser, parce qu'on peut pas faire les glissades dans l'air. Du coup, en plus du fait de devoir timer cette glissade pour tout le temps les faire juste avant un ennemi pour les traverser, et aussi cette idée que tous mes sauts, je dois les faire au minimum de hauteur pour coller tout le temps un maximum. Donc en fait, on est au sur un sol. jeu de plateforme qui est pensé Ouais. plutôt au niveau de hauteur de saut, En plus, ouais, de mobilité, plein de et variations. autres. Et là, la contrainte supplémentaire que tu te mets, c'est cette obligation d'être le plus de temps possible au sol. en fait. Exactement, où tu passes vraiment à glisser. Et du coup, tu as vraiment toute ta vision du level design qui expose, qui n'a plus rien à voir avec ce que tu avais quand tu jouais en casu. Et c'est là où ça commençait à devenir super intéressant pour moi, où j'ai compris qu'il y avait, enfin, je voyais plus le même jeu, quoi. C'est tout con, mais en termes de ressenti, moi, ça m'a vraiment fait ça. Et je pense que du coup, là, on Donc peut... tu veux dire que le défi a détruit ton amour du jeu, c'est ça que tu es en train de dire. mais va être la conclusion. mais ça, c'est un truc que j'aurais discuté avec vous, mais après, tu sais. parce que J'ai je pas suis- mal de choses parce à que dire je suis là-dessus, pas mais sûr. j'hésitais, mais on Ah, en parle mais après. à la on fin. peut en parler maintenant. Si, Non, attendons la fin, attends, montre la ton fin. truc, Ouais, et puis on j'ai revient pas juste encore- là-dessus j'ai pas avant de encore terminer, je pense. Mais je pense qu'on peut lancer maintenant la vidéo. Parce que là, je vous ai il y aura donné un les top à bases. donner. Je vous ai donné les Yeah. bases un peu cool Allons-y. pour essayer de 1, Eh bien, Deux. tu pourras commencer ton 3. retour Voilà. d'expérience Ouais. sur ce merveilleux speedrun de Mega Man 2. Retour d'expérience, c'est Marion qui Mais non, fallait pas le dire. qui a trouvé cette merveilleuse dénomination très PowerPoint. Ah oui, c'est juste retour de speed expérience. Retour de On avait speed même expérience. Ah voilà, on arrive à la retour de novlangue. speed expérience. Et c'est Là, du coup, je vais juste faire un mini. Faut savoir que le premier niveau du speedrun, il est très intéressant parce que c'est un des plus complexes en fait de toute la run.
Tu commences par le plus difficile. Ouais, et puis je pense que ça même fait exprès, parce qu'il y a un autre truc dans les speedruns qui s'appelle le routing, qui fonctionne peut-être pas avec tous les types de speedrun, mais vu que Megaman est un jeu quand même où on a un petit peu de choix en fait dans la progression au sein des différents tableaux. En gros, on peut choisir ses stages. On peut choisir d'abord d'aller contre un boss puis un autre, et du coup on a une liberté. Il y a tout un effort à faire sur par quel niveau on commence et par lequel on enchaîne, sachant que justement en terminant un niveau on gagne des pouvoirs et ces pouvoirs nous permettent d'aller plus vite. Est-ce que c'est quelque chose que même dans, parce que moi j'ai toujours eu tendance à penser que justement dans les Megaman, il y avait un peu la combinatoire parfaite des boss, puis qu'à peu près arrive un moment où tout le monde fait à peu près résout le puzzle, puisque un boss est plus fort, enfin l'arme d'un boss est plus fort contre l'arme d'un autre boss, qui est plus fort contre l'arme d'un autre boss. Donc en fait très rapidement t'as l'impression que t'as un peu la... T'as résolu le puzzle, mais est-ce que le fait de venir et appliquer une logique speedrun fait que justement tu dois briser cette logique? En fait non, je pense que là c'est un des rares cas où au contraire ça va mettre une emphase dessus. Parce que en fait, je pense que les gens ils sont concentrés sur le truc. Quel est le premier stage qui est le plus facile. Ok. Il y a aussi des bugs que j'exploite dans le jeu. Et du coup là justement les gens regardent l'écran et remarquent que sur le premier stage il est possible de faire bloquer le boss contre un mur et du coup de lui tirer dessus plus rapidement. Et c'est d'ailleurs, mais c'est cool parce que ça rebondit justement sur ce que tu disais, ce premier niveau il a été choisi par la communauté comme étant celui à commencer parce que justement on peut tuer le niveau de Metal Man. Niveau de Metal Man, pardon, oui juste le niveau de Metal Man, parce qu'on peut faire bugger le boss, ce qui permet de le tuer plus rapidement. D'accord. Tandis que les autres boss on les torche en genre 1,5 ou 2 secondes la plupart du temps, parce qu'on a dégoté l'arme. Et donc là par logique, puisque tu as l'arme de Metal Man, maintenant tu vas forcément prendre Woodman, contre qui Metal Man est fort. Exactement. Ok, donc tu démarres le puzzle par... Est-ce que tu as des armes ensuite aussi? Est-ce que par exemple l'arme de Metal Man, là on voit que tu l'utilises pas mal, est-ce que c'est spécifiquement une arme aussi qui est plus utile au sein des niveaux? Est-ce que tu as des préférences au niveau des armes qui te sont utiles au sein des niveaux? C'est pas hyper... Oh putain, je l'ai fait. Pardon. Parce que il y a Vutraire s'impressionne en live. Lui-même. On félicite. Oh mon dieu. Quel talent. C'était vraiment très difficile à faire. Je suis fort. Non, alors souvent l'arme qui est le plus souvent utilisée, celle qui fait le plus de dégâts, qui est le plus pratique, il y en a toujours une qui sort du lot en tout cas dans ce jeu, c'est celle de Metal Man, celle que j'utilise dans le stage de Woodman. C'est-à-dire que c'est celle qui fait le plus de dégâts, qui va le plus vite et qui a des propriétés qui sont imba par rapport aux autres. Déjà il y a sa barre d'énergie qui est tout en bas à gauche de l'écran parce qu'il y a aussi des ressources sur les armes. Et elle s'épuise hyper peu, ce qui fait que tu sais que durant toute une run normalement t'es jamais à court et du coup tu peux baser ton routing là-dessus. C'est-à-dire que ça fait pas partie de ces variables que tu peux pas maîtriser et du coup t'as envie de l'exploiter. Je me souviens, moi je le connais pas trop le Megaman de Game Boy, je connais beaucoup plus le Megaman de NES, mais Metal Man c'est l'arme que tu utilisais tout le temps parce qu'elle coûte pas grand chose, tu peux tirer en haut, à gauche, à droite, en bas, dans les diagonales. Tu faisais vraiment ce que tu voulais, c'était vraiment l'arme de référence, plus que le pouvoir de base quoi. Et j'aime bien justement le fait que ce soit aussi la même chose dans Megaman 2. Il n'y a pas de random sur la récupération des munitions? Alors ça j'allais y venir parce que c'est justement un des trucs les plus compliqués de la run quand on pense en fait son cheminement entre les différents niveaux. C'est que oui, il y a une mécanique de récupération en fait d'énergie qui soit la vie du personnage, soit l'énergie qui est propre aux différentes armes qu'on utilise, qui s'obtiennent en fait des power-ups qui s'obtiennent en fait en tuant des ennemis la plupart du temps. Et ça oui, c'est aléatoire. Là, typiquement, on est sur le niveau de Herman, qui est un niveau qui est très aérien. Et en fait, je vais utiliser... Il y a une arme qu'on utilise du boss précédent, qui est celle de Woodman, qui est une espèce de bouclier en feuille qu'on tourne autour de nous, qui est très pratique en fait pour gagner du temps sur le niveau. Le problème, c'est qu'on peut l'utiliser une dizaine de fois, je crois. Et si on décide de prendre un chemin qui nous fait gagner beaucoup de temps, on est censé l'utiliser à peu près 12 fois en comptant le boss. Ce qui veut dire que pendant le chemin, on doit espérer trouver en fait un regain d'énergie. Typiquement, là sur la vidéo sur ma run, je ne l'ai pas eu. Et du coup, je sais que je vais devoir à un moment changer d'arme, prendre la première pour économiser munitions, et ça me fait perdre 2 secondes. Et c'est un truc que malheureusement pour lequel en fait moi j'ai pas de pouvoir en tant que speedrunner parce que c'est vraiment dû à l'aléatoire. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les backup straps en fait. C'est-à-dire que, mais ça je vais gentiment y revenir parce que du coup ça fait partie des choses que j'ai apprises au début.
C'est-à-dire que, comme je disais, la première fois que j'ai joué, que j'ai commencé à faire le speedrun, j'y allais un peu à l'aveugle, et puis en regardant les vidéos, et puis les gens qui jouaient très bien, on réalise que non, en fait, on peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des techniques et tout, etc. Et j'ai appris les techniques. En fait, ce qui commence à se passer, c'est que moi, j'ai rejoué souvent les niveaux un peu comme des partitions. C'est-à-dire que il y a vraiment une idée de répétition à l'extrême, où on apprend chaque chose vraiment au poil de cul, tout simplement. Et il y a quand même des moments où on réalise qu'on est soumis à l'aléatoire. Typiquement, l'exemple que je vous expliquais avec Herman, ou avec même toute la bonne volonté du monde, si je reçois pas ces petits bonus d'énergie qui vont remonter mon arme, eh ben j'arriverai pas à atteindre le temps optimum. Du coup, je dois penser, ok, qu'est-ce qui se passe si arriver à un certain, comme des embranchements en fait. Tu vas à certains moments dans les niveaux, t'imagines des embranchements où tu te dis, j'ai eu ça, j'ai réussi ça, je peux me permettre de faire ça. Et du coup, ça c'est en plus quelque chose d'autre que t'apprends. Mais arrive pas un moment où quand t'as réussi avec les backup strats, c'est-à-dire les moins optimum, ouais. Tu sais que t'as fait ton run parfait avec ça. Après, arrive au bout d'un moment où t'es obligé de reloader à chaque fois, ou bien. Exactement, ouais. Sandro. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que moi, parce que du coup, moi, j'ai essayé d'identifier des phases quand t'apprends à faire du speedrun. Il y avait la première, celle que je vous ai plus ou moins expliqué, ou celle où j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'étais vraiment en train de caresser le truc en débutant, et puis du coup il y avait quelque chose de très excitant en fait. Enfin, je suis passé de 1h30 genre à une demi-heure hyper rapidement, simplement déjà on ne pas sans décéder, en apprenant à utiliser le bon routing, etc. En fait on progresse, la courbe de progression elle est en tout cas dans le cas de ce jeu là, j'imagine que c'est hyper différent. D'ailleurs ça j'ai oublié de le dire en préambule, mais j'imagine que tout ce que je suis en train de dire par rapport au speedrun c'est certainement propre aussi au type de jeu et tout, etc. Et du coup là c'est vraiment important que ce que je dise, on considère que ça soit vraiment pour cette expérience que j'ai eue. Moi j'ai pas vocation d'émettre des vérités par rapport à cette pratique qui est quand même hyper complexe. Mais bref, et voilà, et je voulais faire ce préambule. Donc en fait ce que tu veux dire c'est que très rapidement le défi tu l'avais gagné. Mais après, tu t'es pris, c'est pas faux. En fait de plaisir pour la pratique. Mais c'est intéressant pour cela dit à noter. T'as raison, oui, t'as raison. T'aurais pu aussi te dire, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai atteint ce que je voulais, voilà. Ou alors j'ai atteint l'objectif qu'on m'a donné, quoi. 30 minutes, bim, je suis vite. Chaud, j'ai gagné, quoi. On s'en fout, quoi. Mais je ferais... Oui, ça fait exprès. Il y a quelqu'un qui tripe sur le résultat final du boss de Clashman. Il y a Antoine qui était impressionné. Ah ouais, je regarde justement des fois tu termines au poil de cul, quoi. Il reste une barre de vie, une barre de magie pour utiliser le pouvoir. C'est vraiment du millimétrage. Ouais, il y a rien qui est laissé au hasard au bout d'un moment. C'est ça qui est dingue. Optimisation extrême. Moi, évidemment, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est à un moment, tu l'as dit un tout petit peu, c'est cette idée de faire une comparaison entre la pratique du speedrun et une sorte de la rythmique ou la danse ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé rigolo que tu choisisses ça, parce qu'évidemment, ça pourrait être aussi les arts martiaux, que tu apprends des katas par cœur ou des choses comme ça. Je trouve rigolo que tu parles de rythmique, tu sais, que tu fasses une comparaison à l'idée de rentrer dans un rythme. Parce que j'allais te dire justement avec cette idée de être au poil de cul pour faire ta glissade ou des trucs comme ça, t'as presque l'impression que c'est un jeu de rythme, tu vois, tout à coup que ça devient, tout à coup tu vois, en plus avec le scrolling, donc en plus avec le défilement des ennemis plus du décor, t'as presque l'impression d'être face à un Guitar Hero où t'as les indications et faut faire un perfect au bon moment, appuyer sur le bouton au bon moment et autres quoi. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant que tu utilises la danse, une idée musicale en fait. En fait, je crois que ce qui m'avait mis sur la voie, c'est mon coloc qui est musicien. Je disais je faisais du speedrun et puis il regardait et puis il me disait mais putain mais en fait tu fais comme moi quand je répète des trucs chiants, tu les fais à la chaîne, parce que du coup avec un émulateur on est évidemment on a d'autres possibilités pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'il y avait typiquement des niveaux un saut, moi je le faisais genre 40 fois d'affilée. Ouais. C'est-à-dire qu'on sauvegarde la position du personnage et bim on la recharge. Et les émulateurs permettent de faire ça très bien, sinon je pense que ce serait beaucoup trop compliqué. Du coup c'est le premier truc qui me disait. Après quelle est finalement la différence. Moi ce que je sais. Du coup, juste pour revenir sur le truc de ta sauvegarde, du coup le speedrun de jeux modernes est plus galère parce que du coup t'as pas accès à ce genre de truc en fait. C'est-à-dire que, je pense par exemple à un Fury ou ce genre de choses, quand tu speedrun, le boss tu te le tapes en entier quoi. Et si tu peux pas pratiquer juste une phase et puis la boucler, juste cette phase-là pour la faire passer comme tu veux. C'est pour ça que ça devient assez critique pour typiquement des jeux comme Fury de penser en amont
aux speedrunners en fait, et de leur donner un maximum d'outils. Enfin, typiquement, Game Bakers, ils ont travaillé justement avec toute l'équipe des speedrunners qui participent. Mais c'est vrai que même là, même en pensant à ça, c'est un jeu où on n'a pas l'avantage de là où on se dit je pratique juste cette phase-là précise au 3e ou 4e phase du boss. Celle-là, j'arrive jamais. Je suis obligé de me taper le boss à chaque fois. J'ai pas cette facilité que donne l'émulateur. Je suis hyper d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup donné envie de continuer. C'était cette facilité-là, le fait que tu peux vraiment tordre le jeu, que le jeu se laisse beaucoup plus dompter facilement grâce justement au truc de l'émulateur. Est-ce que tu peux nous expliquer, sur la gauche, il y a une colonne avec les boss, le temps, et puis il y a des chiffres en vert, des chiffres en rouge. Ouais. Oui, alors ça c'est un segment timer. Celui que j'utilise c'est Live Split, il y en a plusieurs. En gros c'est ça qui m'a permis de comprendre que qui m'a permis de rentrer dans la 3e phase, celle du grind. Je peux le dire. En gros, ce logiciel, il permet simplement de timer en fait différents segments de notre run, parce qu'effectivement, sur n'importe quelle durée de run, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on divise en plusieurs segments, souvent qui représentent qu'une portion du jeu, et on essaie de calculer, de voir, d'estimer quelle est notre performance sur chaque segment du jeu. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser, parce que peut-être que les gens ne le savent pas. Enfin, moi, je le savais pas au début. C'est pas automatique. C'est-à-dire que moi, je joue à la manette et c'est moi qui définis un moment clé pour moi. À quel moment j'appuie sur une touche pour lui dire, ok, là, tu enregistres le temps à ce moment-là. Et du coup, c'est ça qu'on voit. Je vais peut-être je le dis rapidement. Il y a juste comme tu disais, t'as le nom des boss. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est toi qui construis tes jalons. En fait. Exactement. Ok. Ça, après, du coup, dans un jeu comme Mega Man, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des boss et des fins de niveau. Ouais. Et du coup, mais pour un autre speedrun, où potentiellement il y a peut-être pas de boss ou des choses comme ça. Et ouais, la communauté, du coup, je crois que la plupart du temps, on se met d'accord. Ouais, je pense que la communauté se met d'accord, et puis éventuellement, il peut y avoir quelque chose de rigolo dans les premiers temps d'un speedrun sur un nouveau jeu. Où voilà, chacun va un peu avec ses quand tu speedrun jalons. Skyrim ou je sais pas, typique là où est-ce que tu mets tes jalons. Oui, je crois que tout se speedrun. Mais moi je suis sûr que ça a été bien sûr. Là, où sont les jalons? Où est-ce Alors qu'on si les met? quelqu'un a envie d'envoyer un Skyrim à Vutraire en lui demandant... Non. Alors, modé, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses sales, je veux bien. Mais sinon c'est exclu quoi. Non, mais ok, tout ça pour dire que effectivement ce logiciel, c'est là qu'il change vraiment la dynamique aussi par rapport au jeu. C'est-à-dire que maintenant il y a tout qui est clair. Moi quand je suis en train de m'entraîner, je vois en fait à quel moment j'ai réussi, à quel moment j'ai échoué. Et c'est là où tu commences à faire des recettes. C'est ce que tu me disais avant avec, tu sais, cette idée des backup straps, le fait qu'à un bout d'un moment en fait, tu t'autorises plus des écarts trop gros. Et du coup tu vas recommencer. Et c'est là où en fait le truc devient vraiment impitoyable. Et là, il y a il y a des bugs qu'on appelle des zips. Que ça, je crois que c'est un des moments qui étaient les plus rigolos pour moi en tant que speedrunner débutant, parce que pour regarder typiquement les marathons comme le GDQ et tout, quand les gens la font Games Done Quick, ouais, c'est ça, c'est un marathon qui a lieu 2 fois par année. 2 fois par année, maintenant. ouais, pour une bonne cause souvent d'ailleurs. Toujours. Et c'est des speedrunners qui se réunissent toute la semaine, qui speedrunnent des jeux, et puis il y a des dons en même temps qui tombent. Exactement. Et bah c'est souvent là où on voit la crème en fait des gens qui maîtrisent à fond sur des jeux, et il y a souvent des tricks hyper impressionnants où il y a des jeux qu'on a adorés pendant longtemps se déforment, et j'aurais jamais pensé être capable de le faire moi-même en live. Et puis là ça s'est passé parce qu'en fait c'était hyper simple, car il y a des vidéos sur le net d'autres speedrunners, ça c'est aussi un truc dont j'aimerais bien vous parler, qui explique littéralement aux autres speedrunners comment faire. Il y a un truc, des tutoriels en fait. T'as un truc. Alors, je dirais pas, c'est pas parce que quand même la communauté qui speedrun ce jeu, elle est assez limitée. Du coup, c'est pas non plus. Mais il y a quand même une intention en fait de partager que je trouve génial, parce qu'on a quand même, il y a cette dualité qui est un peu folle où les gens essaient de faire le meilleur score. Donc c'est compétitif. C'est compétitif, mais les gens, ils partagent sans problème leur truc qui leur permet de faire gagner du temps. Et c'est aussi en fait un peu propre à la discipline, parce que pour pouvoir valider son record sur un site Speed Demo Archive, où il y a un site spécial pour les Megaman en fait qui fait office d'officiel, je sais pas comment tu dis. Et ben de toute façon les vidéos doivent être à disposition, c'est ça en fait qui marque la performance. Oui, mais si vous avez pas de vidéos, les gens peuvent pas contrôler, et part du principe en même temps, que je ça vais n'existe faire pas. une remarque peut-être un petit peu stupide, non. Est-ce que par exemple l'entraîneur de Roger Federer au tennis, il fait un tuto sur internet où il explique comment faire un revers, tu vois? Pas du tout.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à fond. On Je suis reste tout à fait quand même d'accord. dans une communauté. Enfin, le jeu vidéo, c'est quand même construit autour de l'idée du partage, une sorte d'idéologie open source. Ensemble, on est meilleur. On veut se confronter contre des gens qui ont les mêmes moyens d'y arriver. Et oh. Après, la question que je pose toujours, c'est est-ce que s'il y avait de l'argent dans le speedrun, on en serait là? La question qui ça fâche. fait mal. Sandro, je pense que c'est la il est question qui fâche. gentil. Sandro, là, c'est la gommette. Non mais enfin, voilà, pour dire, je pense, c'est juste pour souligner, je pense pas que les gens qui font du tennis sont moins sympathiques, mais je pense que c'est quelque chose qui vient énormément troubler les relations dans ce genre de truc. Si on dit bah toi le speedrunner t'es le meilleur sur Ouais, Megaman, puis- tu gagnes tant, bah là le mec il sera puis- moins et clin. puis l'entraîneur de Roger Federer ou de Rafael Nadal a évidemment moins de valeur s'il partage sur internet tous les tips de coaching. voilà. Mais oui, il aurait Exactement. plus de travail. Quoi. Voilà. Ça veut dire si c'est dispo sur internet, gars, pourquoi je t'engage c'est ça. Alors du coup, mais peut-être que ça explique pourquoi c'est fait avec plaisir, parce que du coup, dans le cas du speedrun, typiquement comme un vieux jeu comme Megaman, où finalement il y a que les fans de ce jeu souvent qui le speedrun, parce que sinon tu sais même pas qu'il existe, on ne que la version Game Boy. C'est vraiment du coup parce que c'est par passion, et du coup je pense que c'est exactement ce que tu disais, David, c'est vraiment cette idée de partager. Et du coup, puis après il y a l'autre truc qui est un peu comment dire ça, qui est un peu obligatoire, c'est que vu que la vidéo elle est montrée, les gens ils vont voir les tricks. Alors ils peuvent pas deviner les manips à la manette forcément, mais il y a quand même quelque chose qui est de toute façon en fait qui est dévoilé. Alors tant qu'à faire, pourquoi pas aussi le partager en fait, il y a pas. Parce que je pense je qu'il y a aussi du mur ça. de tout à l'heure où tu disparais, tu pars dans le mur. Moi personnellement, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je sais pas, tout d'un coup, je vois le perso partir en live, rentrer dans le mur, disparaître. Là, typique, je pense sans que quelqu'un te l'explique. Ouais. C'est vrai, oui c'est vrai. C'est pas parce que tu vois le revers Ouais. d'un joueur de tennis que tu sais Que tu le bien sûr la reproduire. disposition physique Ouais, je suis qu'il y a d'accord. derrière, etc. Ouais, Ouais, totalement, peut-être ouais. que ça vaut pour les bug exploits en fait ce problème, plus que pour apprendre une gestuelle particulière. Enfin, je sais pas. Où là, faut vraiment savoir un séquençage de boutons. Ouais, un voilà. positionnement Ouais, précis, exactement. Tricky, on va dire. C'est vrai qu'en fait dans ce cas-là c'était un séquençage de boutons et une position. C'est vrai. Et là du coup, je pense que le fait que les gens les disent dans une vidéo, ça me faisait gagner beaucoup de temps. Alors le dernier niveau, il y a une référence à Salvador Dali. C'est dingue. Oh Oui, C'est C'est dingue. dingue que Megaman. C'est clair. précipité vers le micro. Ah ouais, Antoine. là, j'ai vu C'est juste, j'avais même Mais pas fait dis-nous, attention. dis-nous. J'ai vu les horloges un petit peu Les montres molles. Ah, mais moelleuses, oui. ouais, tout ça. Et putain, ça m'impressionne. Comme quoi, je connais vraiment pas Megaman 2 sur Game Boy, quoi. Qu'est-ce que tu penses des explosions Quel artiste J'ai failli recracher ma bière, mais non, sur Game Boy, c'est moins pétant, on va dire, que sur NES. Mais le jeu est beau. Je trouve que le jeu est bien réalisé, le jeu est propre. Après, moi j'avais une autre question. Je vois sur le compteur qu'il y a Needleman, il y a un chiffre qui est en surbrillance à côté du timer. Et je comprends Alors oui, pas. sur la vidéo, pour expliquer vite fait comment fonctionne le segment de timer, c'est qu'il te donne souvent 3 types d'informations. Il y a quand tu as réussi à faire un meilleur temps que ton temps personnel par rapport à la run d'avant, à ta course d'avant. Et quand tu fais plus, c'est en rouge. Et par contre, quand il clignote en arc-en-ciel, c'est moi qui ai choisi arc-en-ciel, c'est pour dire que tu as complètement défoncé ton score, quoi. Et là, évidemment, ça vu cartonnait, frère, tu vois. c'est l'arc-en-ciel. Il a fait un Non, mais attends, Needleman de non, mais fou. sur un seul des niveaux, c'est pour ça que voilà. Mais sinon, pour revenir au truc, moi qui m'avait un des trucs que j'ai peut-être aussi compris en faisant du speedrun, c'est on parlait justement de l'aspect compétition, mais j'ai cru comprendre aussi en voyant d'autres vidéos de gens qui étaient sur le même jeu, c'est qu'il y a une volonté qui est souvent au cœur de la pratique du speedrun, qui est pas forcément d'être meilleur que les autres, enfin d'être par rapport au classement, même si ce classement existe, c'est vraiment cette idée d'être, j'utilise l'adjectif parce qu'il me fascine, c'est solide. C'est un truc qu'on entend souvent, c'est cette run elle est solide. Ça veut dire qu'en fait, quand on speedrun, quand on a passé cette phase où on est en mode apprentissage et on apprend vraiment le routing et là à quels endroits on doit faire quel mouvement, quel geste, on est dans un moment où on est dans une espèce de pure exécution où on veut que tout soit parfait, en fait, que ça soit solide. Comme notre espèce de fantasme de la run parfaite se réalise. Et je crois il y avait ça souvent qui m'animait quand je recommençais, je disais ça j'ai raté mais je sais le faire, alors je vais recommencer. Et on est moi j'étais hyper pris par cette idée de pas faire le meilleur score, mais de faire moi le mieux dont je suis
potentiellement capable parce que je l'ai déjà fait au cours d'autres runs ou. C'est combiner à un moment J tous les moves que tu sais faire. C'est exactement ça, Ok. mec. Et ça, c'est une espèce, pour moi, c'est devenu une espèce d'obsession quand je faisais le run, qui explique aussi pourquoi je me suis pas du tout arrêté à 30 minutes, parce que très rapidement, il y avait cette idée de se dépasser et d'être capable d'atteindre ça, en fait, d'être solide. Il y a ce truc, moi, et que j'avais aussi entendu de la part d'autres speedrunners. Et c'est ça que je trouvais. Ok. Et tu termines sur cette phrase. Attends, mais j'avais fait. Pile en battant Dr. Wily. Ah oui, et puis en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je crois que c'est ça la condition de victoire pour un Terminant le speedrunner, mec. C'est ça la condition de victoire pour un speedrunner. Je disais que pour moi, le fait de passer en mode speedrun sur un jeu, ça change vraiment les dynamiques du jeu. Et j'ai l'impression que le truc qui est la condition de victoire pour un speedrunner, il n'y en a pas d'autre avant parce que tu peux tout le temps t'améliorer. C'est que tu sois capable de jouer la partition parfaite que toi, tu sais que tu es capable de jouer. Et je trouve assez dingue parce que du coup, c'est vraiment un défi personnel. Il y a énormément d'explosions à l'écran alors. Et du Antoine, coup, Antoine est aux On est en train de perdre Antoine. Il y a une cinématique de fin avec une putain d'explosion. Oui, c'est vrai. J'aime ce jeu. Ouais, c'est vrai. Qui fait un crâne d'ailleurs j'avoue. dans le ciel. Mais du coup, ouais, c'était le. Et bravo, Vutraire. Ouais, bravo, quand même. 20 minutes Magnifique. 30, quoi. Je crois que je suis que 12e mondial. 12e 12e mondial. mondial. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah, on s'y attendait pas. Purée. Moi, c'est la question, est-ce que tu vas poursuivre pour faire mieux? Non, j'ai réfléchi parce que comme je vous disais au début, cette courbe de progression, elle est tellement trash. Moi, je vais stop. Oui, parce que alors là, t'en es vraiment au décimal près. Enfin, et puis t'es surtout dans le random, quoi. On a vu que t'as perdu Ouais, du temps t'as vu. justement sur les séquences dont tu parlais, qui sont des séquences où il y a des éléments d'aléatoire et autres. Moi, j'ai une follow-up question par rapport à ça. Là, on Oui. va rentrer peut-être on va rentrer peut-être justement vraiment dans un côté peut-être plus aussi émotion de jeu ou ce que ça Parfait. t'a fait justement Moi, j'adore ça. découvrir. Est-ce que tu savais la run donc qu'on vient de regarder, est-ce que tu savais que c'était celle que tu allais garder? Ah putain, c'est tellement bien parce qu'il y a une anecdote en plus. Parce que Tu sais où est-ce que parce qu'il y a c'est des moments où déroulé il y a des moments où tu faisais gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite. Évidemment, le speedrun est aussi pour moi en tout cas extrêmement lié à la pratique de Twitch, donc au fait de se filmer, d'avoir une communauté qui nous regarde pendant qu'on est en train de jouer. Donc il y a aussi une dimension de performance, il y a aussi une dimension quand même de faire en sorte que le public y reste, qu'il regarde et autres. Donc ça veut dire que dans tous les instants qu'on arrive à trouver, les petits moments qu'on arrive à trouver de calme, où tout à coup on n'a plus besoin de faire des inputs extrêmement précis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite? Est-ce qu'on fait un petit quelque chose rigolo? Est-ce qu'on essaye de montrer justement... Enfin voilà, est-ce que tu savais que ça allait être la run où limite il y avait des moments où tu t'es dit je vais faire un petit geste gauche-droite, peut-être que Sandro va remarquer, peut-être que Marion va voir ça et autres quoi. En fait, ce qui est dingue, enfin, j'ai deux choses à répondre à cette question. Je pense que si ça m'a pris autant de temps pour dire je suis prêt à vous parler de Megaman, de mon speed de Megaman 2, c'est aussi justement parce que je savais qu'on allait regarder la vidéo ensemble et je voulais vous montrer le meilleur truc. Ça, c'était un truc inconscient à travers tout mon speedrun. En plus de ce que je disais, d'être capable de jouer la meilleure partition qu'on s'est fixé, ça faisait aussi partie des objectifs. Donc oui, à chaque fois qu'en fait je me filmais, il y avait l'idée de vouloir meubler, de vouloir faire un truc en fait qui était le plus élégant possible et puis de montrer que j'étais à fond dans la maîtrise. Mais là où j'ai gardé, en fait, où est-ce que cette run a été enregistrée, c'était dans le train. Je rentrais, C'est génial. je rentrais du Valais, j'avais 2 heures, je me dis, je m'en fous. C'est donc une région en Suisse, le Valais. Oui, pour ceux pardon, qui savent une pas. région en Suisse assez montagnarde, et du coup, qui était genre à 2 heures de trajet de chez moi. Et genre, c'était 6 heures du mat, je devais me lever tôt pour retourner chez moi à Fribourg. Je sors mon ordi, je commence à jouer, et là, le wagon est envahi par des militaires. Faut savoir qu'en Suisse, on a un service militaire obligatoire. obligatoire. Genre, voilà, un service obligatoire. Et puis du coup, on les voit souvent dans les transports en commun pour faire court. Et en gros, là, ils buvaient des binges. Ils sont mis à côté de moi. Et ça m'a fait. L'épisode n'est pas sponsorisé par le service militaire suisse. Mais t'as eu un public du Ils coup étaient ivres à 6h du matin. T'as eu un public du coup Ben, je crois qu'il y avait il y a un gars sur ma droite, je voyais qu'il était sur son téléphone et il checkait un peu de temps en temps. Évidemment, j'ai joué sur mon ordinateur portable qui est quand même relativement massif et du coup, on voyait en grand écran une image de Game Boy et moi avec une manette de PlayStation 4, genre, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Avec en même temps un timer à côté, donc j'imagine que le gars, il s'est dit, mais c'est qui ce mec, tu vois? À 6h du matin. Ouais, à Complètement 6h du casual. matin, tu vois. Et puis au milieu de tous ces militaires qui avaient clairement d'autres préoccupations. Et je crois qu'en fait, ça m'a clairement dynamisé parce que le fait d'être regardé,
comme tu disais, ça pousse vraiment à avoir envie de donner son meilleur. Et il y avait, et c'est là où j'ai fait mon 20 minutes 20, quoi, où j'étais là, mais genre, j'ai gagné 14 secondes. J'étais à la fois dépité, je veux dire, faut que j'aille m'entraîner dans les trains, quoi. Enfin, ou dans les chiottes publiques, ou c'est quoi le truc, tu sais. Non, mais c'est du coup, c'est une sponsor. anecdote assez drôle, quoi. Sponsor, c'est CFF, franchement. Il y a un truc à faire, quoi. Ah ouais, avec Ah, les c'est trains- marrant, les trains en l'idée, ça. Suisse. Venez faire vos speedruns. Si vous nous écoutez, dans le train. CFF, vous savez. Des wagons jeu de speedrun. Ah oui! Avec les branchages déjà. Voilà. Après, il y a la Train Game Jam, là, la Train Jam, où les gens font une Game Jam dans un train. On pourrait imaginer le speedrun train. ou Le je sais pas speedrun quoi. raid, Attends, ouais. tu parles de jam de speedrun, quoi, où les gens ils doivent apprendre à speedrunner le plus rapidement possible un Sur jeu. le même jeu, ça peut être rigolo, C'est ça. tellement malade, Ah ouais. j'adore. Donc 2 jours d'événements, un jeu surprise Mhm. que la plupart des gens ne devraient pas connaître, et tu as 2 jours pour préparer un speedrun que tu dois soumettre en fin d'événement. Mais c'est génial. Ça se fait pas? Non. Et puis, l'année prochaine, Eh tu ben, l'auras créé. voilà. Ça donne tellement envie. Ok. Faut qu'évidemment, faut aller chercher dans les tréfonds de Steam ou je sais pas quoi, un jeu Un jeu trop bizarre, ou un jeu qui vient de sortir le jour même. Ouais. Et puis comme ça. Ah, c'est bon. ça c'est le pire Ouais. truc. Ouais. À voir. Moi, t'avais d'autres choses? Non, Je je veux crois pas que j'ai t'interrompre. fait le tour de toutes les choses que j'ai envie de vous dire. Donc go, quoi, si vous avez des questions. Mais non, moi je voulais juste partager le fait que, justement par rapport à ce que tu disais au départ, moi j'ai une espèce de souffrance avec ça qui est assez marrante. J'adore les speedruns qui ne cassent pas le jeu, où on joue, où la personne joue super bien le jeu en fait. Et j'ai une espèce d'angoisse qui est générée par les jeux, les moments où tu casses le jeu. Je Ouais. pense que le pire, le plus dégueulasse, ça doit être genre Symphony of the Night où les mecs ils doivent faire tout le jeu en arrière parce que l'anime, quand tu recules, va plus vite que l'anime où tu vas en avant. Moi, c'est des choses qui me rendent barge. Vraiment, je suis fou devant mon écran parce que en fait, le problème, c'est que en tant que game designer, moi, ça me rend barge. Pour moi, c'est un échec de game design, mais tellement cuisant. Moi, je serais le créateur de ce jeu, mais ça serait insupportable pour moi, insupportable. Donc du coup, quand je regarde ça, moi je deviens fou, je zappe, je regarde autre chose parce que ça me met vraiment pas bien en fait. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'imagine que je suis pas créateur de jeu, mais si jamais je crée un jeu avec des mécaniques précises au niveau de la plateforme et que si quelqu'un justement par le biais du speedrun, pour moi c'est une forme de subversion. C'est subversif, c'est-à-dire qu'il détourne le gameplay original pour en faire quelque chose de plus perfectionniste en fait et de rendre une mécanique que j'avais pas pensé complètement différente, la construction d'un niveau, comme tu dis, un déplacement, des choses comme ça, et de dire ça c'est plus utile pour aller plus vite, parce que le but du jeu de Symphony of the Night, c'est pas d'aller vite, c'est de l'exploration. Pour moi, c'est vraiment de l'aventure exploration. Et le truc, c'est que les mecs, pour aller faire vite, ils ont dit, on fait pas comme d'hab, en fait, on fait pas comme on fait de l'exploration. Là, on fait la glissade arrière tout le temps, et finalement, c'est un détournement. Tu vois, moi, je le vois comme ça. C'est vrai, non mais je pense que t'as raison dans l'absolu, mais moi c'est plus lié à un problème de contrôle en fait. C'est pas pour rien que je fais des tout petits jeux, parce que moi c'est quelque chose en tant que game designer qui me stresse, que des choses échappent à mon contrôle, que j'ai pas vu, que justement qu'on casse le jeu, même si je sais que dans l'absolu c'est débile parce que c'est impossible. Enfin tu sais, c'est impossible de maîtriser tout ça à la perfection et des bugs vont arriver. Enfin voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre pour moi qui est effectivement où j'ai l'impression que c'est l'échec du mec qui a fait ça, et c'est pas totalement juste, mais tu vois il y a quelque chose. et puis surtout j'ai moins de plaisir. J'aime bien quand le jeu est bien joué. Il y a quelques épisodes de Sonic quand ils sont speedrunnés où en fait il y a très peu, on casse très peu le jeu. On essaie juste d'avoir la ligne la plus tendue et la plus parfaite. Et je sais pas, j'ai une espèce de plaisir plus grand que quand on voit typique le run que j'aime pas du tout, qui m'ennuie beaucoup, c'est celui de Zelda Ocarina of Time avec il y a 400 glitches où il passe à travers des murs, il disparaît, il réapparaissent de l'autre côté. Je sais pas, j'ai une sorte je vois plus le jeu, donc moi je prends beaucoup moins de plaisir en tant que spectateur. Je pense qu'à faire ça doit être génial, mais en tant que spectateur, je vois des trucs disparaître, et même si on m'explique, c'est moins, je suis moins interpellé par ça que de voir quelqu'un jouer de la plus belle façon possible au jeu, en fait. Si je peux juste rajouter, je serais d'accord avec toi, mais tu sais, quand tu vas au Stunfest, moi j'avais vu justement Cosmo Wright, qui est un grand speedrunner de Zelda Ocarina of Time.
et il a fait la manip pour terminer le jeu en même pas une demi-heure, quoi. À voir, c'est impressionnant. Quand tu le vois peut-être sur tu vois, j'ai fait une grosse diff. C'est-à-dire que je regardais moi les speedruns sur jeuxvideo.com avec Rilmiop et Yann de Chauvière, et quand ils faisaient ça, ils expliquaient, je trouvais ça assez impressionnant, mais au moment où je suis allé au Stunfest où il y avait la scène avec les gens, et là il y a vraiment un côté spectaculaire, et le fait de faire même une manip à la frame près, entouré de centaines de personnes, quand tu le vois et que c'est expliqué, parce qu'il y avait des commentateurs qui disent là il va faire une putain de manip, il va enchaîner tel bouton pour essayer de passer ce truc dans le jeu. J'ai trouvé ça vraiment spectaculaire en fait. Ouais, je te rejoins. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi ça qui manque. C'est qu'effectivement, quand t'es en live, quand tu vois l'exécution de l'autre, le plaisir est, je pense, pour moi aussi. Et c'est là, pour le coup, où la correspondance avec la danse ou la partition de musique, elle fait réellement sens. Parce qu'en réalité, c'est presque plus le jeu qu'on vient voir, en fait. C'est l'exécution d'une partition qui n'est plus le jeu, en réalité. Ça devient de la perfo, quoi. Ouais. C'est plus du jeu, c'est de la perfo. En fait, la machine ou même le jeu devient uniquement le support de quelque chose de différent, en réalité. Ouais, c'est clair. D'une partition, comme une partition de Guitar Hero qu'il faut remplir et autres. Là, probablement, peut-être j'ai tort, mais il n'y a pas aussi l'idée, il n'y a pas certains termes qui surgissent aussi avec plus l'idée du power play, qui est différent du speedrun. T'as peut-être raison, ouais, ça me dit quelque chose. Le power play va dans la direction de ce que toi tu dis, c'est-à-dire on respecte, entre guillemets, le jeu, et on essaye de le jouer de la meilleure des manières possibles, alors que le speedrun, ça se permet justement, puisque le dénominateur ultime, c'est la vitesse, se permet de tout péter. Tu réponds à ma question suivante qui était de dire est-ce qu'il y a une catégorie où tu respectes le jeu? Je pense que ça doit être ça. Marion hoche de la tête. Non, oui, j'allais poser la même question. Est-ce que t'as des différentes catégories de speedrun où t'as no bug exploit et puis Ouais, c'est souvent tu dis zipless ou tu précises no bug exploit. Non, je crois que c'est zipless, si je dis pas de bêtises, parce que zip c'est le principe de. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est il faut connaître l'anglais pour faire des speedruns. C'est pas faux. Je crois que c'est l'épisode de Tartine Mécanique où il y a plus de termes en anglais. Mais d'ailleurs, est-ce que le no bug exploit, enfin, t'as dit zipless, c'est ça? Je crois que c'est. Est-ce qu'il a plus de respectabilité que justement le fait de tout casser ou absolument pas? Est-ce que les gens s'en moquent ou... Je crois que malheureusement, comme dit, non, pas forcément malheureusement, mais que, en tout cas, quand c'est mis en live, les gens préfèrent en fait justement quand il y a du cassage avec du bug. Je pense que ça doit dépendre, il y a des degrés différents. Si vraiment tu vois rien du jeu, puis il y a plus que du son texture, puis un mec qui saute à 120 000 km/h tout droit, ça c'est complètement. Je pense que tout le monde trouve que c'est tout grave, mais ouais, voilà. Mais l'idée, je pense que ce que les gens ils aiment bien, c'est qu'ils ont vu un objet typiquement Ocarina of Time de la nostalgie ancienne et qu'ils le voient comme ça dans sa version géniale complètement tordu dans tous les sens. Ça fait un truc. Il y a quelque chose de magique. C'est étonnant, mais je crois qu'il y a... Mais je pense que c'est une position je pense que c'est vraiment un sentiment de position de game designer, de quelqu'un qui fait des jeux, cette espèce. Je comprends tout à fait. Moi, je pense que je serais en dehors de ça. Je m'en foutrais aussi, puis je trouve plus c'est spectaculaire, plus c'est cool. Mais je pense que c'est vraiment plus dû à cette perception-là. D'ailleurs, quand je parle du Symphony of the Night, j'avais vu un speedrun où comment il s'appelle le créateur de Symphony, Igarashi. Ouais, Igarashi. Qu'il était à côté le créateur. Ça doit celui à qui on attribue en tout cas Symphony. Qui se l'est attribué. Qui se l'est attribué. Sans pas que son nom apparaisse sur la boîte. Enfin bref, il est à côté du jeu et il regarde un speedrunner officier et il le dit. C'est très dur pour moi ce truc de vous voir faire tout en arrière, mais si je pouvais revenir dans le temps et changer ça, je le changerais parce que c'est extrêmement dur pour moi de voir probablement ça. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, dans le sens où, à mon avis, quelqu'un qui design un jeu qui est pensé, même pas forcément quelque chose qui est pensé pour du speedrun ou autre, je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte lors du développement de nos jeux maintenant, c'est-à-dire d'engager des speedrunners ou même d'utiliser des espaces justement comme le Stunfest où il y a du speedrunning ou des communautés à proximité. Je sais que typiquement Aurélien Dacampo qui travaille sur Looking for Imago qui nous avait parlé dans le Tartine Mécanique 2, ça fait déjà un moment, mais il avait demandé à une communauté de speedrunners de jouer à son jeu et de faire en plus un blind speedrun, donc c'est-à-dire qu'en plus ils n'avaient pas vu le jeu avant et ils lui l'ont démonté. mais c'est le premier à dire que c'est un des moments où il a le plus appris sur son level design, sur son jeu, sur les failles,
mais ils ont pas du tout cassé en termes de bugs. C'est-à-dire, ils ont juste, ils ont montré la vitesse d'exécution à laquelle, une fois que tu as atteint un certain niveau d'exécution avec une manette et aussi une lisibilité des décors, t'es à même de résoudre ces puzzles. Non, je pense que c'est des excellents bêta-testeurs, en fait. C'est vraiment des gens... vraiment, lui, il a dit, il est revenu sur son level design, il est revenu sur son puzzle design après cette expérience, en fait. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, à prendre en compte aussi dans le développement, en fait, en amont, pour pas justement avoir le problème du backdash, j'avance, quoi. Parce que je pense que justement, un speedrunner, il l'identifie en 2 secondes. Il voit que le backdash est plus rapide, et tac, 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 comme ça, tout par en arrière, ouais. Parce que maintenant, il y a un tel savoir, je pense qu'il y a une telle encyclopédie de différents jeux et autres. Et à mon avis, ils testent tout vite 1 ou 2 fois. Ils arrivent peut-être à identifier la vitesse des mouvements et autres. Parce qu'on comprend bien pourquoi le backdash de Symphony of the Night, il est plus rapide. Parce que s'il était aussi rapide que le déplacement, en réalité, c'est pas vraiment une esquive, en fait. Bon, et puis parce qu'il a un rythme de marche aussi particulièrement lent. Lent. Ils ont voulu décomposer cette anime de marche avant, Exactement. qui est ultra classe, mais elle est ultra décomposée. Et puis c'est là où effectivement ça donne un truc les aussi Naughty Dog de l'époque, particulier. ou, Ouais. Non mais tu peux interrompre, je crois, pour attaquer. Donc ça va. Deuxième question stupide de David. Est-ce que, Vutraire, mais je la pose aussi aux autres, vous pensez que ça a une valeur de speedrunner un jeu de société? C'est une excellente question, mais c'est fun. Alors, moi je réponds, je me permets de prendre le micro. J'ai vu un speedrun de Monopoly sur NES. Ok. mais alors, c'était quand même face à une machine, puisque c'était sur NES. Exactement. Et si tu veux, tout le but du speedrun, c'était de niquer une partie le plus rapidement possible. C'est-à-dire d'assécher l'adversaire qui était forcément virtuel sur NES très rapidement. Et je crois qu'il l'assèche en 40 secondes, je crois. Et c'est que de la en moins, peut-être en 22, je me rappelle plus du timer, mais c'est ridicule. Et c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est de la manipulation de chance. C'est-à-dire, en fait, ce qui était hyper intéressant avec ce speedrun, c'était quelle est la manière la plus rapide de gagner au Monopoly. Et c'était pas forcément d'avoir rue de la Paix, d'avoir 6 hôtels, d'avoir blindé tout le plateau, non. C'était en espace de 10-20 secondes de faire que toi, tu prennes les bonnes rues, les bons espaces, tu achètes tant et que l'adversaire tombe exactement sur tout ce que tu as acheté et ça sèche en même pas un tour. On est dans quelque chose d'assez, on est face à une machine, on est dans quelque chose d'assez similaire, c'est de la manipulation. C'est ça. Mais c'est de la manipulation, mais c'était d'algorithme. Mais j'ai trouvé ça intéressant, c'était une réflexion quelle est la partie la plus courte de Monopoly et quel est oui, mais justement, le terme, c'est là où justement ça souligne ce que moi j'aimerais peut-être mettre en avant, c'est cette idée là t'élimines tous les besoins de mouvement. Oui. Moi, ce qui va m'intéresser dans le jeu de société, c'est aussi la composante physique, la composante des mouvements, les moments de calcul, les moments on avance, on prend les pièces et autres. Ouais. Est-ce que, parce que alors je sais pas si vous avez ça, s'il y a bien un truc qui m'agace, même si je comprends bien pourquoi ils le font, systématiquement sur les boîtes, vous avez l'impression que le temps de jeu indiqué, c'est le temps de jeu si tu joues en speedrun. C'est la moitié du temps. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. La moitié du temps, les boîtes indiquent une partie à 60 minutes et moi, je mets 3 heures ou j'en sais rien. Si tu sais jouer, quoi. Ils considèrent que t'as déjà fait 7-8 parties, que t'es fluide. Et que tu joues super vite, que tu discutes pas, que t'échanges pas, que tu t'amuses pas. Et donc, en fait, alors je suis pas en train de dire que tu t'amuses pas en speedrun, mais que t'es que dans l'efficience ou autre. Ou alors, évidemment, il y a une composante. Tu parles pas aux gens. Ouais, tu parles pas aux gens. Et puis, évidemment, il y a une composante marketing qui est que, évidemment, si tu mets sur ta boîte que le jeu il dure 4 heures, tu coupes aussi beaucoup. C'est que, pour l'avoir vécu ces derniers temps, avec le mien, la question de combien de temps tu mets sur la boîte, c'est qu'aussi tu rentres dans des slots. Tu rentres dans des, il y a des slots tu sais qu'il y a les jeux entre 10 et 15, c'est un type de jeu. Après, t'as les 45, 1 heure. Après, t'as les 1 heure, 2 heures. Enfin, voilà. Et du coup, les gens, en fait, c'est plus un moyen pour les gens de se projeter dans un type de jeu que je pense de réellement calculer le temps de la partie. Mais si tu veux, au-delà de ça, est-ce qu'en tant que designer, ça vaut la peine de prendre une équipe de joueurs quand on est en train de designer un jeu de société et de dire vous allez le plus vite possible? Tu vois ce que je veux dire? Vous jouez le plus vite possible et de regarder ce qui se passe. Parce qu'on en parlait aussi un petit peu avant. Moi, je pense qu'il y a une valeur à filmer une partie, ça c'est sûr. Et puis à la chronométrer aussi. Et à regarder combien de temps est attribué à quel segment du jeu. Surtout les jeux qui sont assez segmentés dans différentes phases. Une phase, on a beaucoup ça dans Magic évidemment, l'entretien, la pioche, les autres. Bon, Magic, à mon avis, ça ferait pas vraiment sens parce que chaque deck varie les choses. Mais dans des jeux
avec justement des phases, surtout des jeux de placement ou des jeux d'opportunisme ou des jeux de marché au centre. Pour moi, ça fait sens de chronométrer combien de temps chaque phase demande aux Je joueurs. pense que oui, mais je pense par contre on n'aura pas de pratique de speedrun. Mais parce que j'essaye un truc, j'y pense à l'instant, mais je pense que c'est pas des mêmes types de jeux. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de jeux à speedrun, allez après il y a des speedruns un peu blagues, un peu différents, mais la plupart des jeux à speedrun, après je le balance ça comme ça, dites-moi si je vais à votre avis je me trompe, c'est des jeux que j'appelle des puzzles. Dans l'idée, c'est-à-dire que c'est des jeux avec une solution parfaite, qui est existante, où tu sais que il y a une ligne, elle existe, c'est qu'il y a un moyen de faire la combinaison, voilà, il y a une espèce de, même si elle est imaginaire, mais vraiment il y a une sorte de, tu dis bon là. En tout cas, le premier objectif, c'est de la tracer cette ligne. Voilà, c'est ça. Quand un Ouais, nouveau jeu absolument. sort, la communauté des speedrunners. Et c'est possible, enfin en tout cas on a l'impression que c'est possible d'avoir une espèce de ligne parfaite. Le problème, c'est que quand on joue à des jeux de société, enfin c'est pour ça que j'utilise le terme jeu, mais c'est le premier qui me vient par rapport à puzzle, c'est qu'on a trop de paramètres qui font que cette ligne-là, elle est pas traçable en fait. Il y a trop de variables, il y a du hasard, il y a des moments, il y a des prises de décision qui vont changer concrètement. Ou des jeux le phases de jeu. permettraient peut-être, des jeux qui reproduisent cette idée de ligne parfaite, comme un Time Stories par exemple. Voilà. Un Unlock. Alors celui-là oui, où il y a comment il s'appelle, il y a plusieurs jeux à solo en fait qui se jouent seuls. Évidemment, beaucoup de jeux. speedrunner Love Letter par exemple, ça ne fait pas sens. Parce que c'est impossible en fait, il y a trop de choses random en fait qui font que la partie selon les décisions des joueurs va changer complètement de timing. Si on met Mais un rien que jeu le à- facteur humain, en fait. Bien Le sûr, fait d'être plusieurs humains réunis autour de la table et que chacun a sa vitesse de procession de l'information. Qui va bluffer sur différentes choses, qui va, voilà, il y en a certains effectivement qui vont essayer de raccourcir la partie, donc ils vont essayer de la rallonger, mais ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie des tactiques de jeu. Donc en fait, ça serait tout supprimer pour ça il faudrait que les 4 soient d'accord d'essayer de jouer. Oui, mais on en parlait avant. Voilà, dans moi, un c'est ça Symphony qui of me the faisait Night, triper. ça fait aussi partie du jeu de prendre son temps, d'explorer calmement, de se déplacer tranquillement, de regarder les animations, d'observer les décors, de revenir en arrière. Mais j'ai et pas autres, l'impression que tu aurais en fait, c'est que de le faire dans Symphony of the Night, il y a une satisfaction parce que tu essayes de tendre. tu brises un système. Ouais, puis en fait, t'as la machine, elle te dit voilà, le début du jeu là, la fin elle est là. Maintenant, essaye de tirer, puis tu te mets comme objectif de tirer la ligne la plus. Et que là, le problème c'est que dans un jeu de société, la victoire, c'est quelque chose de très mouvant. Il y a pas un espèce d'endroit où on dit l'arrivée elle est là, moi, je et suis puis pas tu y arrives d'accord. comme ça. Tu vois. Je suis pas d'accord avec toi parce que justement dans le cas du speedrun en général, il y a ta condition de victoire en fait quand tu fais du speedrun, c'est le temps. C'est même plus le fait de finir le jeu. Et du coup, si les gens autour d'une table, ils ont un jeu qu'ils adorent, un jeu de société, puis ils définissent d'un commun accord de eux se trouver un autre objectif qui est, j'ai pas l'exemple prévu, mais de terminer le jeu en un certain nombre de temps avec moins de cartes ou d'une manière ou d'une autre. Moi, je serais pas étonné que ça puisse donner du sens. Ça le tord de nouveau complètement. Non, mais je pense pas. Mais je me demande même Mais comment tu fais concrètement. Un love letter, concrètement, comment est-ce que tu dis, même si t'es 4, tu dis je veux speedrunner le love letter, je veux le terminer le plus vite possible. Je pense que chaque partie t'es niqué en fait, parce que t'arrives rien à progresser en fait. Tu hackes le jeu, tu mets des miroirs derrière tout le monde pour que tout le monde sache quel rôle a les autres. Ou alors tu joues à découvert. Tous les soldats tuent tout le monde. Ou tu joues à découvert, tu montes les cartes, mais du coup c'est même plus, tu joues même plus à love letter. Tu dénatures totalement. Tu fais autre chose. C'est pas trop ce que tu fais, mais tu fais autre chose, tu vois. C'est même plus love letter. C'est ça. Je pense que ça fonctionne sur certains exemples de jeux de société, mais sur d'autres. Les jeux collaboratifs, typiquement, ça serait beaucoup plus facile. Et les jeux d'affrontement, peut-être que ça les transformerait en jeux collaboratifs, en fait, vu que l'objectif, c'est de s'allier pour terminer le plus vite possible. Donc ça donnerait des choses assez... Tu vois, un Beasts of Balance, par exemple, un jeu d'équilibrage où il faut mettre justement en équilibre des... Mais c'est vrai qu'en plus de ça, la difficulté du jeu de société, c'est que tu as tous les pouvoirs. Donc c'est moins gratifiant. Parce qu'au final, dans un speedrun sur une machine, la machine, elle te tient. C'est elle que tu défies. C'est elle que tu défies. T'essayes d'aller là où elle t'interdit d'aller, ou en tout cas d'essayer de la faire plier. Le problème, c'est qu'un jeu de société, t'as des règles. Donc je t'en vis, à ce moment-là, je change des règles. Mais comme ça, je vais plus vite. Et puis, il y a plus de plaisir parce que t'as tout pouvoir. Mais ce qui est intéressant, éventuellement, avec cette approche, c'est peut-être ça qui, moi, m'intéresse dans ma question, c'est que, justement, de poser cette question te permet éventuellement d'identifier des jeux de société qui essayent de reproduire le fonctionnement d'une machine, et donc en réalité le jeu il gagnerait à être pris en charge par une machine, mais en réalité il se contente d'être hybride avec le jeu vidéo. Et moi j'ai eu ça pour beaucoup de jeux de société où je me suis dit mais moi tous ces trucs là de calcul et tout, pourquoi ça peut pas être pris en charge par une machine quoi? Ça accélère le jeu, ça accélère la rythmique et tout. Et j'ai l'impression que les jeux où tout à coup tu te dis ah ouais ce jeu là on pourrait le speedrunner.
Bah en réalité tu te dis ouais en fait ils ont juste hybridé avec un système de jeu vidéo en fait. Le jeu de société, bah ma foi pour le coup s'est fait affecter aussi dans ce sens-là. Et autres. Et peut-être ça te permet d'identifier ces C'est jeux marrant comme une idée. espèce de test, tu sais, pour savoir si quel type de jeu c'est. Si tu peux le speedrunner, ben c'est que il est d'un type ou d'un Ouais, autre. puis au-delà de ça, même la question ultime, c'est des fois quand on peut te parler d'un certain système et autres, et puis tout à coup tu réfléchis, puis tu te dis, mais est-ce qu'en réalité ça marcherait pas beaucoup mieux en jeu vidéo, ou est-ce que ça marcherait pas beaucoup mieux en jeu de rôle, ou est-ce que ça marcherait pas beaucoup mieux dans tel autre écosystème ou dans tel autre, enfin voilà. Et des fois on réalise que les gens sélectionnent un écosystème de design. Voilà, attention, écosystème de design, ça devient. J'adore. Vous êtes tous en train de me Ah bah, regarder là. un support, Ouais, c'est ça. un support pour son jeu qui est pas forcément le bon. Qui est pas forcément le bon. Voilà. Je pense que tu touches un truc parce que ça me fait penser à un jeu de société dont j'en avais un petit peu parlé lors d'une précédente tartine, c'est Magic Maze. Oui, où bien justement sûr. t'es chronométré. Qui était un de tes top 3. C'est un jeu temps réel Ouais. où en gros on manipule un pion et clairement il imite le jeu vidéo. Ouais. Et je pense que peut-être c'est une catégorie Et de c'est vrai jeux que c'est de quelque chose qu'on société, retrouve beaucoup dans les jeux qui coopératifs. serait très bien en speedrun Ouais. quoi. Pour moi, ça sort pas de nulle part que tout à coup, il y a environ 10 ans, il y a une immense mode du jeu coopératif qui explose dans le jeu de société. C'est aussi pour ça, à mon avis. Il y a beaucoup de designers qui... Bah c'est très drôle parce que les réactions, moi c'est ce que je dis souvent, il y a beaucoup de réactions par rapport à ces jeux-là, de dire oui, mais on peut y jouer qu'une fois. Après, souvent, il y a beaucoup de ces jeux qui comme ça, voilà, on peut y jouer qu'une fois, puis on peut y jouer, mais c'est nouveau dans le jeu de société. Dans le jeu vidéo, c'est bah ouais, il y a plein de jeux qui sont comme ça, où bon, on les joue une fois, puis après, bon, on les revend. Parce qu'on a vu ce qu'il y avait à voir, on a vu l'histoire, on a vu, puis c'est fini. Puis après, on passe à un autre. Et c'est vrai que c'est des nouvelles problématiques. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, il doit y avoir une influence du jeu vidéo là derrière. Et de nombreux jeux coopératifs, d'ailleurs, certains se vendaient aussi un petit peu là-dessus. Tu peux y jouer seul. J'ai trouvé rigolo tout à coup. Débarquent dans le jeu de société, des jeux immenses, des trucs avec plein de matériaux et autres. Moi, j'ai commencé à identifier ça dans Aurora Arkham, notamment, et autres, où tout à coup, sur la boîte, tu peux même jouer seul, face au système et autres. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai réfléchi, puis je me dis, oui, bon, ben, en fait, c'est comme un rapport avec une machine et autres, sauf que c'est à toi de faire tout ce que normalement l'algorithme gère, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment eu cette espèce de retour. Ce serait rigolo de speedrunner Aurora Arkham, de speedrunner Zombicide ou Mighty. C'est vrai que tu te filmes et puis du coup tu t'entraînes tes mouvements et tout. Mais c'est Parce que tu poses des éléments des endroits stratégiques pour y Et accéder. puis tout à coup, il y a un truc avec les corps. Tu dois être le plus mais je suis proche d'accord, possible de la table. Ah ouais. Tes mains doivent déjà être au-dessus des figurines pour le plus vite possible les déplacer. Ah ouais, c'est malade. Il y a un truc à faire. Ouais. Parce que tout doit être respecté. Tu peux pas juste dire je fais ça, j'ai même pas besoin de lancer les dés ou je sais pas quoi. Non. Faut que tout soit. Moi je veux voir ça en vidéo. C'est vrai. Alors quelqu'un peut lancer un défi, une mission. Carte blanche. Un David de Avec un gant. Je veux dire, ce qui me séduit là-dedans, c'est le côté absurde. Tu sais, C'est ça. de lancer une vidéo de quelqu'un qui est en train de bouger des figurines à toute ouais, c'est vitesse. ça, qui speedrun un mouvement de figurines, des lancers de dés. Puis tu sais, tu dois avoir speedrunner les lancers de dés. Mais évidemment. Donc tout à coup, il te faut cette espèce de truc en velours ou je sais pas quoi, tu sais, ces espèces de trucs qui te permettent de rouler les dés, mais il faut pas qu'ils roulent trop, faut pas qu'ils partent trop loin dans une sorte de petite sphère. Tu sais, ils ont beaucoup ça aussi dans le jeu de rôle, cette espèce de tour où tu lâches le dé en haut, puis ça le fait rouler dans la tour, puis il arrive en bas, mais dans une zone qui est bien safe pour pas que le dé il roule plus loin en fait. Donc là, Après, il y aurait ça, mais plusieurs encore plus catégories. petit. Il y aurait des catégories où t'as custom, justement, avec des Oh des ouais, objets qui sont pas dans le jeu, puis t'as la catégorie puriste, celle où tu dois faire avec. On T'es y sur est. une table, t'as rien, t'as pas de matos, tu dois y aller. Et ni %. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était une question, c'était la question stupide de David. Elle était géniale. Mais c'était pas mal, ça nous avait dérivé dans des jolis endroits. Mais c'est vrai que je pense que ça peut aider, cela dit, de poser un peu peut-être une approche un peu comme ça stupide peut-être à du jeu de rôle ou à du jeu de société où d'habitude on verrait pas ce genre d'approche. Je pense qu'il y a peut-être aussi à y gagner et à questionner aussi l'objet. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir parler avec les designers de certains de ces jeux pour dire, mais est-ce que tu t'es posé la question en amont du support où ce jeu fait le plus sens? Parce que moi j'ai l'impression que comme on sépare tellement le jeu vidéo du jeu de société que du coup, moi je suis créateur de jeux de société, donc j'ai une idée qui irait mieux en jeu vidéo, mais ça me traverse même pas à l'esprit. Ouais. C'est juste, je fais un nouveau jeu de société. Alors qu'effectivement, de pouvoir avoir cette transparence entre les gens en disant, moi, je suis créateur de jeu. Ensuite, après, j'ai une idée. Où est-ce que je la mets? Où est-ce que je la pose? Et je trouve que ça serait plus riche, plus chouette. Ça, de toute façon, ouais. Vutraire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non.
Je sais pas. Tu as tout dit. Hyper flamboyant comme finish. Non. mais Alors moi j'ai une question. Alors, c'est le fait de maintenant d'avoir terminé cet enregistrement, est-ce que tu te sens libéré d'une pression? Est-ce que le duel que évidemment tu as reçu, nous t'avons applaudi, et j'espère que tout le monde applaudira aussi à travers les avec rues, des larmes de joie, pitié ouais, pour c'est ça, voilà. que tu y sois arrivé. Mais est-ce que là tu ressens une sorte de libération de... C'est hyper bizarre. J'ai l'impression que je serais tenté d'y retourner une fois. Je sais que, mais après, je fonctionne vachement comme ça, dire que je vais le laisser dormir un moment, puis tout d'un coup, je sais pas, je vais voir la cassette traîner à un endroit, puis je vais dire, allez, est-ce que je réessayerais pas de gratter 5 ou 10 petites secondes, tu vois. Je sais que du coup, mais oui, je me sens soulagé d'avoir pu en parler, puis du coup, qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie. Est-ce que tu t'imagines dans 30 ans? Avec une canne, tu sais. Avec une canne. J'aurais dû faire. Saisir ta Game Boy et tu arrives à reproduire le run exactement. Et tu te dis, les yeux fermés, tu sais. le cerveau humain est bien fait. Ouais, bah j'espère que ma Game Boy aura pas flanché d'ici là. Oh, c'est immortel les Game Boy. Ouais, ça a l'air en tout cas. C'est assez impressionnant. Bon bah c'était un plaisir, merci pour tout. Merci à vous, merci à Romain. Bravo. Merci à tout le monde. Bravo Vutraire, merci pour cette belle discussion. Merci Marion pour ta présence, on espère te revoir tout bientôt. Oui, merci beaucoup. Super, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.